J'animerai l'année prochaine. Voilà, on a lancé le recrutement hier. Vous avez mon mail qui s'affiche sur votre tour écran. N'hésitez pas à m'écrire pour participer à cette formidable aventure qui est Frontières. Je serai attentif à absolument toutes les candidatures. On passe tout de suite à mon flash. C'est parti. Frontières, le flash. Guillaume Fouquetot. Olivier Marleix, député LR d'Eure-et-Loir et ancien président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, s'est suicidé à 54 ans à son domicile d'Annette. Retrouvé pendu, il était proche de Michel Barnier et engagé contre le macronisme. Une enquête est ouverte. Et Emmanuel Macron annonce un projet de loi contre l'entrisme des frères musulmans prévu pour la fin de l'été et applicable d'ici à fin 2025. Ce texte vise à renforcer les contrôles financiers, geler les avoirs, dissoudre les fonds de dotation et saisir les biens des associations impliquées. Une surveillance accrue des influenceurs islamistes sur les réseaux sociaux est également prévue. Un incendie dévastateur a ravagé 1500 hectares dans l'Aude, près de Narbonne, forçant l'évacuation de nombreux habitants. Attisé par des vents violents, le feu a détruit 5 maisons et menacé des localités comme Bages. Plus de 1000 pompiers et 270 engins luttent pour contrôler les flammes, toujours incontrôlables. Donald Trump, déterminé à mettre fin à la guerre à Gaza, rencontre Benyamin Netanyahou dans les prochaines heures pour pousser un nouveau cessez-le-feu de 60 jours. Israël aurait accepté les termes et Trump presse le Hamas d'approuver cette proposition finale, négociée avec le Qatar et l'Égypte pour stopper les combats et libérer les otages. Les inondations dévastatrices au Texas, déclenchées par des pluies torrentielles le 4 juillet, ont causé plus de 100 morts, dont 27 enfants et moniteurs d'un camp d'été chrétien. Le fleuve Guadalupe a monté de 8 mètres en 45 minutes, détruisant maisons et véhicules. Les secours poursuivent les recherches alors que Donald Trump prévoit de se rendre sur place vendredi. Allez Jordan, on commence tout de suite. C'est l'heure tout de suite de notre réveil des idées. Nous recevons ce matin Julien Limongi, député Rassemblement National de Seine-et-Marne. Le réveil des idées, ça commence maintenant. Frontières, la matinale. Le réveil des idées. Julien Limongi, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Bonjour Jordan. Merci beaucoup d'être avec vous. Alors je le dis à nos auditeurs, moi j'ai vu un thread de votre part jeudi concernant Jean-François Copé sur les supposés liens entre Jean-François Copé et les islamistes. Et puis on en parlait en off. Ce thread en fait succède à vos questions au gouvernement la veille. Vous avez interpellé Jean-François Copé. Est-ce qu'on peut dire quelques mots avant d'écouter un premier élément sonore ? Oui, mais bonjour à tous déjà. Très heureux d'être avec vous ce matin. On a voulu réagir au mensonge un peu de Jean-François Copé, qui aime bien se pavaner sur les plateaux télé, passant pour la droite dure, la droite décomplexée, on s'en souvient à l'époque. Et en fait, on se rend compte, habitant de Seine-et-Marne, pour bien connaître le mot, pour y avoir été moi-même pendant quelques années au collège, au lycée, je peux vous assurer que c'est une ville qui est plutôt le symbole d'une droite qui a renoncé à la République. Et c'est ce que j'ai voulu dénoncer dans cette question au gouvernement, dans le cadre d'un rebond, où j'expliquais que j'étais quand même particulièrement surpris de voir Bruno Retailleau confier son projet politique à Jean-François Copé, figure de l'islamo-droitisme et aussi du pain au chocolat qui en centime, ne l'oublions pas. Alors on va écouter tout de suite un premier élément sonore. Je le disais, la semaine dernière, vous avez publié un thread sur X sur les compromissions de Jean-François Copé et les islamistes à mots. Et d'ailleurs, on écoute tout de suite Jean-François Copé sur ces accusations. Le Rassemblement National, ils ont envoyé un député hier expliquer que j'étais un islamo-droitiste. Faut quand même se lever le matin pour expliquer ça, toujours sur ces histoires d'éoliennes. J'étais un islamiste, faut quand même le faire. C'est moi qui ai fait la loi d'interdiction de la burqa. Ça en dit long sur quand même l'état d'énervement. Alors, Julien Limongi, vous êtes levé tôt pour traiter Jean-François Copé d'islamo-droitiste. Racontez-nous. Bah écoutez, quand on en va à célébrer l'Aïd el-Kébir sur le stade municipal de Meaux en prenant la parole devant des mosquées organisatrices proches des frères musulmans, bah écoutez, je pense qu'on est proche de la vérité quand on parle d'islamo-droitisme, quand on parle de Jean-François Copé. Quand dans les discours, Jean-François Copé dit d'ailleurs sur CNews, je l'ai noté en avril de cette année, que la question du port du voile n'a plus de sens aujourd'hui, que c'est trop tard, qu'il fallait s'occuper de la question il y a 25 ans, ben c'est du renoncement. Et écoutez, nous, c'est l'inverse du renoncement au Rassemblement National. On veut se battre justement pour notre République et pour la laïcité. C'est tout ce que ne fait pas Jean-François Copé aujourd'hui en 2025. Et puis vous avez publié aussi, alors non, c'est pas vous qui avez été publié, mais alors c'est très intéressant parce que c'est une personne qui répond à votre thread sur le réseau social X en mettant Xavier Bertrand, Gérald Darmanin et Amar Lasfar en visite au lycée Averroès de Lille. En fait, c'est intéressant parce qu'au-delà de Jean-François Copé, c'est toute une branche dans le parti Les Républicains qui a des liens, peut-être pas des liens encore vraiment évidents avec l'islamisme, mais en tout cas qui contribue et participe de cela, ou en tout cas est à minima naïf.
Oui, je pense qu'il y a une complaisance un peu généralisée. Moi, je me rends compte sur d'autres villes. Par exemple, moi, j'habite à Provins, en Seine-et-Marne, et cette semaine, nous avons eu une manifestation pro-Palestine organisée par la France Insoumise, où il y avait des cris Israël assassin, notamment, avec aucune réaction de la municipalité et du maire Olivier Lavanca. Aucune réaction. Et dans une ville de Provins, qui a 13 000 habitants. Ouais. En réalité, je pense que c'est un phénomène de plus en plus généralisé à droite, et il faut le regretter, il faut le condamner, parce que moi je suis pas fataliste, je pense qu'on peut agir sur beaucoup de sujets, mais pour ça il faut le vouloir, et je pense que cette droite des Républicains, on ne le veut plus, et à notre grand désespoir en réalité. Vous disiez aussi en septembre 2023, une médaille de la ville a été remise au boxeur Mohamed Dialawi. En avril 2025, Dialawi est impliqué dans la violente agression de militants RN à Meaux. Et vous disiez la mairie n'a pas osé vraiment condamner cette agression. On se rappelle de cette situation. Tony Bonaler était justement notre invité après cette agression, monsieur Limonger. Tout à fait, Tony Bonaler, qui est le responsable des jeunes du Rassemblement national de la jeunesse et également mon collaborateur, a été agressé à Meaux. On se rend compte que l'agresseur a été décoré par la ville de Meaux par le passé. On se rend compte qu'il est lui-même, avec un réseau d'amis déjà mis en accusation pour un certain nombre d'histoires pour certains d'entre eux. Donc on se rend compte en fait en réalité que cette gestion apparemment exemplaire, comme certains le disent à Meaux, est loin d'être exemplaire et qu'elle est faite à coup de médailles à des personnes plus ou moins douteuses, qui est faite à coup de complaisance avec des personnes plus ou moins douteuses. Donc c'est ça en fait le vernis qui se cache. Enfin, derrière ce vernis de mots, il y a une vérité qui est beaucoup plus sombre dans la gestion municipale de Jean-François Copé, et je pense que c'est important de le dénoncer. Et puis à coup d'arguments, tu nous ressors Jean-François Copé en disant j'ai fait interdire la burqa, mais enfin il a quand même participé de gouvernements qui n'ont jamais interdit la baya, il a fallu attendre là il y a un an. Enfin il a participé d'une puissance publique qui n'a rien fait contre l'islamisme. Il faut faire appliquer la loi, et plutôt que renoncer sur la question du port du voile, il faudrait peut-être aller plus loin en l'interdisant dans les administrations publiques, se battre dans le cadre des piscines sur les horaires séparés, où aujourd'hui, on le voit dans l'actualité ces derniers jours, on a des problèmes dans les piscines, mais ça a été aussi le cas depuis de nombreuses années avec des personnes, avec des créneaux particuliers pour les femmes voilées dans les piscines. Enfin, je veux dire, au contraire, il faut se battre pied à pied contre ces dérives qui conduisent à une certaine islamisation du pays. Et aujourd'hui, je pense que la droite n'est plus du tout en mesure d'être cette entité politique courageuse qui fera face à l'islamisation croissante de notre pays. Jean-François Copé, pour vous, c'est le symbole de ces LR dont les Français ne font plus confiance, qui sont voilà, dans cet entrisme islamique. Oui, je pense, et en plus, c'est quelqu'un qui est à la tête d'entités politiques depuis des années. On le connaît depuis que je suis enfant, je vois Jean-François Copé, cette fameuse droite décomplexée. Au bout d'un moment, on n'y croit plus. On n'y croit plus, c'est tout. Et je pense que c'est ce qu'incarne aujourd'hui le Rassemblement national, ce renouveau, ce combat sur ces sujets fondamentaux et régaliens. Et c'est pour ça que les gens nous font de plus en plus confiance et font de moins en moins confiance à des personnes comme Jean-François Copé ou d'autres membres du Parti des Républicains. Mais d'ailleurs, concrètement, à l'Assemblée nationale, vous parliez de l'interdiction du port du voile. Est-ce que sur les sujets qui concernent l'islam radical ou l'islamisme, un peu long comme on veut, est-ce que les LR, la droite républicaine, sont en soutien du Rassemblement national? Est-ce qu'il peut y avoir des textes en commun? Comment ils se positionnent par rapport à vous sur ces thèmes? Écoutez, ça peut arriver sur un certain nombre de votes, mais après, il faut voir aussi à l'épreuve des faits quand les Républicains sont au pouvoir. Moi, je me rappelle quand même que les Républicains ont été au pouvoir pendant très longtemps dans ce pays. Quand Jean-François Copé, il dit qu'il aurait fallu s'en occuper il y a 25 ans. Et qui était à la tête de la France il y a 25 ans? On était en 2000, c'était Jacques Chirac. C'était déjà les Républicains. Et pourtant, on ne s'est pas attaqué aux dérives de l'islamisation du pays, mais aussi à l'immigration massive qui conduit après à ces dérives localement. Donc je pense que ce sont des gens qui ne sont plus crédibles politiquement pour défendre ces sujets. Oui. Alors il y en a un qui va peut-être gagner du crédit auprès de vous, c'est Emmanuel Macron là, qui vient d'annoncer un projet de loi sur l'entrisme frériste en France. On sait qu'il y a eu ce rapport sur les frères musulmans. Il y a déjà eu quelques mesures qui ont été prises par Bruno Retailleau. Vous nous direz ce que vous en pensez. D'ailleurs, Bruno Retailleau qui a hâté une dissolution, on peut le dire comme ça, de l'IESH, l'Institut européen des sciences humaines à Château-Chinon dans la Nièvre, qui avait des liens avec le Qatar, avec le frérisme, le salafisme, etc. Et là, Emmanuel Macron dit, fin de l'été, applicable à la fin de l'année 2025, une loi contre les influenceurs islamistes, contre notamment les fonds de pension. Ces idées bien. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous dites, enfin, que de temps perdu? Que de temps perdu. Je tiens à rappeler que Marine Le Pen et Jordan Bardella dénoncent ces dérives depuis de très nombreuses années.
Ça fait très longtemps qu'on alerte sur ces sujets au Rassemblement national. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est au Rassemblement national de prendre le pouvoir pour s'en occuper parce qu'on ne veut plus attendre. On ne peut plus attendre. Et je pense que ça va certes dans le bon sens, ces mesures présentées par Emmanuel Macron, mais il oublie quand même un sujet fondamental, c'est le contrôle de nos frontières et de l'immigration massive. Parce que si on ne contrôle pas l'immigration massive, on ne parviendra pas, dans les faits, ensuite à contrôler ces dérives liées au communautarisme. Bien sûr. Il y a un sujet, moi, qui m'a Et là, en interloqué, l'occurrence, les chiffres de l'immigration qui sont sortis il y a 2 semaines sont très mauvais. C'était d'ailleurs le sujet de ma question au gouvernement. Ils sont très mauvais, ils sont en augmentation en 2024 dans toutes ces catégories, naturalisation, Légal comme illégal. Voilà, illégal, du coup, on n'a pas de chiffres véritablement, mais on sait que les OQTF sont très peu appliqués. On arrive à en renvoyer moins de 10% des OQTF, plus ou moins. C'est extrêmement peu. Mais pour ça, il faut avoir du courage, il faut établir un vrai rapport de force diplomatique avec un certain nombre de pays, avoir une pression sur les visas, bloquer les transferts d'argent, réduire l'aide au développement ou la supprimer pour des pays qui ne collaborent pas dans le cadre du renvoi de migrants clandestins, parfois dangereux. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire avoir une vraie politique courageuse et je pense qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, à part le Rassemblement national, je vois pas grand monde. Alors, il y a une information qui m'a interpellé hier sur la commission d'enquête sur les liens entre partis politiques et islamisme, notamment sur la France Insoumise. Aymeric Caron, alors c'est une information notamment Frontières avec Jules Laurent qui avait donné les noms de ceux qui allaient avoir les différents postes clés de cette commission. On apprend que c'est potentiellement Aymeric Caron, député de la France Insoumise, qui pourrait présider cette commission d'enquête. Et j'ai vu par-ci par-là passer quelques accusations contre le RN de ne pas avoir présenté quelqu'un pour la présidence de cette commission d'enquête. Alors, il faudrait voir exactement comment ça fonctionne, mais on nous dit, mais finalement, les députés du RN ne servent à rien si on laisse Aymeric Caron présider cette commission. Le fait est, juste pour compléter ce que tu dis, le fait est qu'actuellement, Aymeric Caron est le seul nom déposé par un parti politique pour être à la présidence pour présider cette commission d'enquête. Ouais, tout à fait. Tout. Mais après, écoutez, le Rassemblement national sera membre de la commission d'enquête, le vote n'a pas encore eu lieu. Le rapporteur sera membre des Républicains, ça n'empêchera pas de poser des questions. Le rapporteur écrira le rapport à la fin qui sera public. Le président, donc ça n'empêche. Voilà, donc en sachant que tout le monde fait des propositions aussi sur les invités, les personnes auditionnées, donc je pense que ça pose pas de problème particulier. J'en ferai pas une histoire particulière. Et d'ailleurs, sur ce qui est intéressant, c'est que on est sur les liens entre tous les partis politiques, donc ce sera l'occasion peut-être d'aller voir s'il y a des liens entre LR et islamistes. Oui, est-ce que vous ne craignez pas qu'on puisse peut-être par-ci par-là trouver, aller comme ça, hop, peut-être un lien ou une pose de la pierre d'une mosquée, d'un maire RN, ou parce qu'ils vont pas vous louper. Et les filles vont se dire aussi, on va essayer de les avoir aussi. Écoutez, ou alors des liens entre Jean-François Copé et non, mais je pense que les Français font confiance. Vous n'avez pas vous posé la première pierre d'une mosquée salafiste ou... Moi, je pense que les Français font confiance au Rassemblement national sur ces sujets, parce que cela fait longtemps qu'on parle des dérives de l'immigration, des dérives d'associations proches des frères musulmans. Je rappelle que le Rassemblement national a proposé le classement des frères musulmans comme organisation terroriste. C'est le cas dans de nombreux pays, au Moyen-Orient, en Autriche d'ailleurs, en Europe. Et je pense que les Français ne seront pas dupes si jamais il y a des manœuvres politiciennes comme on peut en voir parfois à l'Assemblée nationale sur ce genre de sujet. Oui, puis je pense que vous serez, comme avec n'importe quelle brebis galeuse, écarté du mouvement, ou en tout cas demander des comptes à tel ou tel élu s'il avait participé. Oui, je pense que ça passerait plutôt mal. Ouais. On va tout de suite passer à un autre extrait sonore pour un autre sujet. Il s'agit de Mathilde Panot, députée LFI, qui souhaite tout bonnement désarmer la police municipale. On écoute tout de suite. Vous dites aux habitants de communes qui nous écoutent, qui peut-être demain auront une liste LFI dans leur municipalité, dans leur ville, si vous élisez un maire de la France Insoumise, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui. Oui, tous ceux qui ont mis de la police municipale à tout va, qui l'ont surarmée à tout va et qui ont mis des caméras de surveillance, qu'est-ce que ça a créé? Toujours de dire nous allons faire une surenchère, nous allons faire des grandes opérations place nette, tout cela est un échec patent. Julien Limongi, bonne idée ou... Écoutez, Mathilde Panot propose ni plus ni moins le désarmement de nos villes. C'est pas un programme municipal, c'est un programme de sabotage qui donne en fait un chèque en blanc potentiel aux délinquants. C'est ça la vérité. Ce n'est pas si surprenant quand on voit la France Insoumise passer son temps à vomir sur les policiers. Écoutez, moi je préfère désarmer les criminels que désarmer la police. Mais je trouve que c'est très révélateur de ce que pense la France Insoumise au fond. Mais surtout, elle dit ça ne marche pas. C'est-à-dire que d'armer la police municipale, de développer les caméras, elle dit que ça marche caméras pas de vidéosurveillance, ça ne marche pas. Et pourtant, on voit que beaucoup de crimes ou de délits peuvent être élucidés grâce à la présence de vidéosurveillance qui dissuade. Et surtout, je veux dire, prenons le cas du député Thomas Porte, député LFI, ils sont bien armés, les policiers qui assurent sa protection policière.
Donc, bien sûr, dans un on les pays désarme, hein. où l'insécurité explose, où on s'en prend à nos mères, on s'en prend à l'intégrité physique des personnes, dans les rues, dans les transports, on ne va pas désarmer la police, ça va à l'encontre de l'histoire, ça montre bien qu'ils sont dans une logique idéologique et non pas du tout dans une réponse aux attentes des Français, parce que les Français veulent de la sécurité. C'est d'ailleurs la première attente des Français dans le cadre des élections municipales qui auront lieu l'année prochaine. Donc bien au contraire, il faut peut-être mieux former nos policiers, mieux les armer, leur donner un vrai statut dans le cadre des policiers municipaux. Moi, je tiens à dire, je vais vous donner une expérience de terrain en Seine-et-Marne, on va sortir du seul cadre de la police, mais au niveau de la gendarmerie, je connais des gendarmeries qui étaient dans des villes très peu protégées, à Nangy, à La Ferté-sous-Jouarre, à d'autres endroits, qui ont été attaqués à coups de mortier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On finance des gendarmeries pour être à l'extérieur des villes, mieux protégées, mieux sécurisées. Ça devient presque des camps militaires. Parce qu'aujourd'hui, on est une société ultra-violente. Donc évidemment que les policiers municipaux doivent être armés. Et je tiens à dire que le Rassemblement national, dans le cadre des villes qu'il a pu conquérir depuis 2014, a armé ses polices municipales et les gens en sont contents. Oui, et bon, alors, ça a créé un tollé hein, quand même, hein, cette phrase de Mathilde Panot. Est-ce que vous imaginez que ça peut aussi faire peur à son propre électorat? Parce que certains ont expliqué que, quelques experts de la question, j'ai vu passer quelques analyses par-ci par-là disant mais très bien si Mathilde Panot continue comme ça, parce qu'en fait son propre électorat veut aussi réclame de la sécurité. Je pense aux classes populaires s'il en reste au sein de LFI, mais est-ce que vous pensez que c'est juste idéologue de la part de Mathilde Panot ou alors qu'elle se plante complètement sur ce qu'attend son électorat? Mais je pense qu'elle, dans une partie de son électorat, il y a des voyous qui effectivement verront cette déclaration comme plutôt bienveillante à leur égard. Mais oui, en réalité, je pense que les Français veulent de la sécurité. C'est quand même ce qui conditionne la première des libertés, la sécurité. Si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas vous déplacer. Moi, je suis député d'Île-de-France, en Seine-et-Marne. J'ai passé beaucoup de temps dans les transports en commun pour aller à Paris quand j'étais plus jeune. Parfois, on ne se sent pas en sécurité. On a envie d'aller à Paris tranquillement, ne pas se faire agresser. Je pense que quand on est une femme, on a envie de se déplacer sans être harcelé, sans subir des incivilités au quotidien. Donc, je pense que c'est à la fois idéologique, dans le cadre de Mathilde Panot, mais c'est aussi effectivement un message envoyé à une partie de son électorat qui est composée en partie de voyous. Est-ce qu'on est dans ce clientélisme? Mais je pense que, juste pour terminer, excusez-moi, non, je je pense que même dans les banlieues où vous avez une part importante de l'électorat de la France Insoumise, les gens veulent plus de sécurité, comme vous dites. Tout le monde veut vivre sereinement dans le pays. On a marre d'avoir des trafiquants au pied de leur cité, de leur immeuble, qui viennent pourrir la vie d'un quartier. Eux-mêmes ont des enfants, effectivement, derrière, qui se battent dans ces quartiers. Je peux comprendre qu'en tant que père ou mère de famille, on soit inquiet derrière. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais bien vivre dans une société qui soit apaisée, où on n'ait pas forcément besoin d'avoir des policiers partout, de la vidéoprotection partout, parce qu'elle veut aussi supprimer la vidéoprotection. Il faut quand même avoir conscience. Aujourd'hui, pour les policiers, c'est une manière d'avoir des preuves importantes dans le cadre d'enquête pour après faire condamner des délinquants. Parce que si vous n'avez pas de preuves, derrière, c'est extrêmement compliqué d'un point de vue de la justice. C'est normal. Si vous n'avez pas de preuves, comment pouvez-vous prouver qu'une personne a agressé quelqu'un? Donc, en fait, il faut de la vidéoprotection, non pas pour fliquer les honnêtes gens, mais pour, en réalité, enquêter sur les voyous pour ensuite les condamner. Est-ce qu'on est dans ce clientélisme primaire, encore une fois, d'LFI? Parce que je le rappelle, cette proposition de Mathilde Panot, elle concerne les élections municipales de l'année prochaine. C'est-à-dire, en fait, s'adresser à des délinquants, à des voyous, et dire, voyez, si vous votez pour moi, il n'y aura pas de caméra, la police sera désarmée. Est-ce qu'on est encore dans cette recherche? Ils ont vraiment choisi leur électorat et leur peuple. Tout à fait. C'est d'ailleurs une stratégie qui remonte à des années de la part de LFI. Est-ce qu'on est encore dans ce clientélisme primaire, dans la volonté d'aller chercher des voix partout? Oui, bien sûr, on est, je pense, dans une stratégie électorale communautaire. Quand on dit que la police tue, que la police c'est des voyous, c'est une inversion totale des valeurs. C'est exactement le contraire en réalité. Donc je pense que LFI se trompe en réalité, parce que je pense que quelle que soit la ville de France, les gens demandent en majorité plus de sécurité et plus de police municipale mieux formée, mieux armée. Donc je pense qu'ils se tromperont pour les municipales l'année prochaine. Et surtout, ils participent du climat anti-police qui règne, et notamment dans certains médias, dans certains camps politiques. On l'a vu sur l'affaire du policier qui est responsable de la mort de Naël. Il y a quand même ce climat anti-police qui règne, et qui est toujours très amusant, parce que lorsque eux ont besoin de la police, quand même, ils s'en saisissent. Et je pense qu'on ne peut pas confier une ville, encore moins un pays, un parti politique qui considère que la police est le problème et non pas la solution. Enfin, c'est ça qu'il faut dire, et je tiens à le rappeler. Et je pense que le Rassemblement national a toujours été exemplaire dans la défense des forces de l'ordre. On prône nous-mêmes, et on l'a défendu dans le cadre de niche parlementaire, une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, parce qu'aujourd'hui, bien au contraire, il faut donner un cadre juridique plus sécurisant
pour les forces de l'ordre dans le cadre de leurs interventions. Alors, et vous dites, en tout cas, dans les mots, qu'il va falloir aussi combattre la France insoumise sur le terrain pour les municipales en 2026. Est-ce que ça peut être le cas dans des villes comme Roubaix, comme Villeneuve d'Ascq, comme Lille, des villes qui potentiellement peuvent tomber dans les mains de la France insoumise? Je pense à Roubaix avec David Guiraud. Il y a des quartiers entiers de Marseille où Sébastien Loulieu réalisera certainement un bon score. Est-ce que là, vous irez aussi être des députés RN au front, au combat contre ces élus? Écoutez, il faut être partout, hein. Il faut se battre sur tous les territoires, dans toutes les communes. Moi, j'en ai effectivement. Vous avez la possibilité, la capacité. Après, je ne connais pas la configuration locale de notre parti politique sur Roubaix, mais ce qui est certain, c'est qu'on doit s'engager partout. Il ne faut pas abandonner un seul coin de France, un seul centimètre de France. C'est très important. Et moi, j'en appelle à l'engagement collectif de chacun pour rejoindre l'Assemblée nationale, pour essayer de s'investir sur des listes municipales, s'impliquer localement. En Seine-et-Marne, on essaye, avec notamment notre délégué départemental, Émeric Durox, qui est également sénateur, à faire des listes un peu partout en Seine-et-Marne pour porter notre parole, pour porter le combat. Et ça, c'est très important. Moi, je le vois à Provins. Aujourd'hui, la France insoumise qui organise des manifestations pro-Palestine avec des slogans horribles et scandaleux, ça n'existait pas avant. Donc, ils progressent. Donc, il faut se battre, il faut s'engager, il faut motiver les gens, il faut convaincre. Et c'est toute l'action aussi du député qui peut le faire plus facilement. Donc, voilà, on ne renoncera pas. Il n'y a pas de fatalité. Pardon. Pourquoi ne pas vous-même vous présenter à mot face à Jean-François Copé? Écoutez, moi, j'habite Provins. Donc, on verra bien si je me présente à Provins. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a déjà, en l'occurrence, une candidate sur Meaux qui a annoncé, c'est la députée Béatrice Rouleau. Donc, qui s'efforce à monter une liste sur Meaux. Mais c'est évident qu'on ne peut pas laisser des villes comme ça sombrer petit à petit, soit par complaisance progressive de la droite républicaine vis-à-vis de Racaille, ou alors de manière plus radicale en tombant dans les mains de l'extrême gauche. Mais vous risquez aussi d'être pris dans une forme d'entaille entre d'un côté cette volonté de combattre la France insoumise, effectivement, qui est tout à fait louable, et d'un autre côté, peut-être au cas par cas, sur certaines villes, la nécessité de s'entendre avec d'autres élus de droite pour éviter la France insoumise. Écoutez, moi je pense que déjà de manière générale, le Rassemblement national essaye de faire le rassemblement le plus large possible. C'est son nom, Rassemblement national. On prend tous les patriotes qui veulent s'engager à nos côtés dans le cadre des élections municipales. Après, il y aura peut-être des villes au cas par cas. On verra bien ce qui se passe entre les deux tours et au second tour, quelle sera la configuration. Après, je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est rentrer dans les conseils municipaux, même si on ne peut pas gagner la ville, pour pouvoir être présent, pour pouvoir dénoncer les dérives, pour pouvoir voir de l'intérieur ce qu'il se passe. Donc peut-être qu'il y a des villes qu'on ne gagnera pas, mais on sera présent, on sera représenté, et ça sera important non seulement pour la population locale, mais aussi pour derrière condamner et découvrir un peu comme fait Frontières dans le cadre de reportages ce qu'il se passe vraiment dans les conseils municipaux de certaines villes. Alors sans faire de la politique fiction, est-ce qu'on se dirige pas vers ces municipales 2026, des municipales totalement inédites sous la Ve République dans la mesure où elles seront totalement abrasives, c'est-à-dire avec d'un côté LFI avec un communautarisme palpant, sans égal, et de l'autre côté le Rassemblement national qui sera obligé d'aller au front, d'aller sur le terrain, de se battre pour acquérir des municipalités. On l'a vu lors des dernières élections législatives, quand même cette avance de la France insoumise qui ont fait un carton. Est-ce que justement ces élections municipales ne seront pas extrêmement déterminantes pour l'avenir du pays ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'implantation passe par les élections municipales. Je pense que de toute façon, on va déjà au front, on se bat sur le terrain, il faut en avoir conscience. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a délaissé ces dernières années. L'engagement sur le terrain est quand même, je pense, une composante forte du Rassemblement national. Oui, je pense qu'après, les élections municipales vont être peut-être plus politiques que ce qu'elles ont pu être dans le passé, bien sûr. avec des listes qui seront peut-être plus étiquetées politiquement que par le passé. Mais bon, aussi, c'est l'évolution de la société. Des listes communautaires, même, sans doute. Liste communautaire, on verra bien, c'est possible, ça ne me surprendrait pas dans certaines villes, mais en tout cas, ça sera à nous d'être prêts, de s'organiser, et je pense qu'on le fait déjà de toute façon. On essaye de trouver des candidats, on essaye de rassembler. Ça prend du temps parce que les gens ne veulent pas forcément s'engager toujours dans les listes municipales, c'est quand même contraignant, ça prend du temps, chacun a sa propre vie personnelle, donc ça nécessite beaucoup de discussions pour pouvoir convaincre une personne d'intégrer une liste. Donc on fera au mieux, et je pense qu'on sera quand même très présent sur le territoire. Et moi je peux parler de la Seine-et-Marne, et je pense qu'on aura beaucoup plus de listes en Seine-et-Marne que ce qu'on a pu faire dans le passé, et c'est déjà très encourageant. Alors en parlant de liste, on en a fait une nouvelle de liste, celle sur les oligarques et milliardaires qui financent la gauche. J'ai vu que vous aviez feuilleté le magazine. Est-ce que vous avez appris des choses? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Bolloré, de Sterrin qui financerait qui financent certains médias de droite ou certaines formations politiques, mais on parle jamais de ceux qui financent la gauche. Moi je m'en félicite qu'on ait fait ce magazine.
Non, mais c'est une belle réussite. J'ai pas encore lu en intégralité. C'est le magazine d'été, donc il faut me laisser du temps progressivement À côté de la pour serviette de découvrir, plage. découvrir un petit peu tous les articles. Mais oui, effectivement, je pense que c'est une très bonne démarche. On a tendance à caricaturer parfois un certain nombre de milliardaires, notamment Bolloré, qui est systématiquement décrit à l'Assemblée nationale par l'extrême gauche. On voit bien dans le cas de votre magazine que en fait, finalement, vous avez aussi des milliardaires liés à l'extrême gauche qui les financent systématiquement sur un certain nombre de médias. Et je pense que c'est bien que les gens s'en rendent compte. Donc bravo à vous pour ce magazine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julien Limongi d'avoir été avec nous. Alors Avec quel est le grand plaisir. programme là, pour la suite de ce mois de juillet à l'Assemblée, le mois d'août des vacances peut-être un Bientôt peu les quand même. vacances. Bah, Ça, pour- écoutez, il reste encore cette semaine à l'Assemblée Ouais. nationale avec un texte très important cet après-midi sur la loi agriculture qui vient en dernière lecture, enfin pas en dernière lecture, qui le vote après la commission mixte paritaire. Donc c'est très important, surtout pour moi qui viens d'une circonscription agricole. Et on terminera évidemment avec les cérémonies du 14-15 juillet, enfin 13, 14, 15 juillet, parfois en circonscription, qui sont des belles occasions pour nous députés de rencontrer la population dans le cadre de banquets patriotes. Donc, et après, oui, il faudra un petit peu de vacances, je pense. Ça nous fera du bien parce que la rentrée va être explosive. Une rentrée explosive, le budget, peut-être une censure, une dissolution, et puis évidemment La commission d'enquête, la Bien commission d'enquête, et sûr. puis évidemment, on vient d'en parler, les municipales. Je pense que ça sera exaltant pour les journalistes comme pour les politiques. On n'aura pas le temps de s'ennuyer. Riche et sportif pour nous. Ouais. Vous aurez Et- besoin de vous reposer vous aussi, du coup. Tout à fait, ouais, tout à fait. Avant d'entamer une ligne droite, là, Guillaume, il a déjà, on le voit pas, mais il a les tongs sous la